Cathy Seri, c'est une formatrice de l'équilibre. Donc, tu formes à l'aromathérapie. Alors, la liste est longue. Hein. Aromathérapie, phytothérapie, médecine chinoise. Alors, il faut dire que tu as à ton actif beaucoup de techniques. Donc, toi, tu es déjà pharmacienne à la base. Et ensuite, tu es devenue herboriste. Donc, tu as une herboristerie, toi, sur Mont-de-Marsan. Et tu as fait le cycle long de la médecine chinoise. Donc, c'est super tes formations. Moi, j'en ai suivi parce que tu fais des ponts entre toutes ces techniques-là et c'est super intéressant. Et tu as un livre ouvert et moi, je suis une fan de toi. Merci. Merci Frédéric. Mais j'ai l'avantage d'avoir 55 ans et pendant 30 ans, j'ai l'avantage de la vieillesse, en fait, c'est qu'on a eu le temps d'apprendre et d'apprendre toujours. On apprend toujours. Voilà. Tu as bien occupé ton temps, en tout cas, c'est sûr. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la phytothérapie et particulièrement des macérats huileux. Voilà, donc c'est le moment depuis quelques semaines pour faire ces macérats huileux. Alors ces macérations huileuses, elles sont d'abord très très faciles à faire. Donc c'est pour ça que je vous invite à commencer dès à présent ces petites macérations huileuses. Elles sont très faciles à faire parce que bon, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel et ensuite on va avoir foison de plantes maintenant qui poussent un peu partout, que ce soit des plantes aromatiques cultivées ou des plantes sauvages. Voilà, donc je commence? Oui, commence. Allez, je commence. Donc, ces macérations huileuses, en fait, on appelle ça macération parce qu'on va laisser en contact la plante. Alors, généralement, une plante sèche. Hein. On verra qu'il n'y a qu'une exception, ça va être le millepertuis. Donc, on va mettre en contact la plante avec un extracteur. Et cet extracteur va être huileux. Donc, grâce à cet extracteur, on va extraire forcément des principes actifs qui sont plutôt huileux, en fait. Hein. Lipophiles, en fait. On n'extraira pas tous les principes actifs, mais les principes actifs qui sont lipophiles, c'est-à-dire qui vont être solubles dans l'huile. Dans le gras. Voilà, ça pourrait être une autre matière grasse, pas seulement de l'huile, ça pourrait être… Ah oui, alors on peut faire, alors le plus simple, ça va être avec de l'huile, mais on peut faire avec du baume de karité, avec du baume de cacao, tout ce qui va être huileux. De la glycérine également. La glycérine, mais bon, c'est une macération différente. Voilà. Donc cette macération se fait, alors moi je l'utilise, je vais utiliser comme extracteur une huile végétale. Alors la différence entre l'huile végétale et l'huile de plante, une huile de macération, c'est que l'huile végétale va être obtenue par pression à froid de graines. Par exemple, l'huile d'olive, on va presser l'olive pour obtenir l'huile végétale. C'est cette huile végétale qu'on va utiliser comme extracteur. Ces huiles doivent être bio, il vaudrait mieux qu'elles soient bio parce qu'en fait, tous les pesticides et produits chimiques, phytosanitaires qu'on va utiliser pour la plante vont être lipophiles également et donc vont se retrouver dans les parties grasses de la plante et notamment dans la graine. Donc, généralement, on va prendre des huiles plutôt bio. Voilà. Et chaque huile va avoir ses propriétés. Moi, ce que j'utilise beaucoup, ça va être l'huile d'olive qui va être plutôt… qui est monoinsaturée, c'est-à-dire qu'elle va rancir moins vite que les autres. Hein, elle est monoinsaturée, donc à l'oxydation, elle rancira moins vite que les autres. Si on utilise d'autres huiles végétales, on va utiliser dans ces cas-là des conservateurs, des antioxydants. Alors, dans ces cas-là, on va utiliser soit la vitamine E, alors ça s'achète un petit flacon en magasin bio, soit de la vitamine E. Et parfois, on peut voir également l'huile essentielle de romarin. On peut utiliser l'huile essentielle de romarin comme antioxydant. Ce qui m'embête un peu avec l'huile essentielle de romarin, c'est que certains chémotypes peuvent être nocifs, même peuvent avoir des effets secondaires, notamment le romarin à chémotype verbénone, qui est une acétone qui peut être toxique chez le jeune enfant ou chez la personne chez la femme enceinte. Donc voilà. Donc on va plutôt utiliser la vitamine E. Ça veut dire, en fait, je te coupe, ça veut dire que tous les macérats huileux que tu vas nous montrer maintenant, il n'y a pas de contre-indication. Une femme enceinte, des enfants peuvent les utiliser? Oui. Les enfants pourront les utiliser. Il n'y aura que le millepertuis, je vous le redirai, qui peut être parfois photosensible. C'est-à-dire qu'il peut provoquer des réactions si on se met le
macérat, huile de millepertuis sur la peau et qu'on va ensuite au soleil. Oui. Chose qu'il faut quand même éviter un petit peu, chaque fois qu'on va utiliser certaines, même toutes les plantes sur la peau, il faudra éviter quand même d'aller s'exposer au soleil. Même si elles n'ont pas de réputation de photosensibilisante, on peut faire des réactions allergiques au soleil. Donc, il faudra quand même éviter de se mettre au soleil. Voilà, donc je vous parle de cette huile d'olive. Cette huile d'olive, quand même, qui a des propriétés pour la peau qui sont assez intéressantes. Elle va être quand même très nourrissante. Elle va être anti-inflammatoire. Elle est régénérante cellulaire, donc elle est assez intéressante. Comme elle est anti-inflammatoire, on peut l'utiliser sur les démangeaisons, on peut l'utiliser comme crème dans les crèmes de jour, par exemple. Par contre, le souci, c'est que plus elle va être artisanale et plus elle sera odorante. Voilà. Oui. Donc moi, j'utilise les huiles bio achetées en supermarché. Comme ça, elles ont toujours à peu près la même odeur. Oui. Et donc, c'est moins désagréable. Voilà. Mais vous pourriez utiliser de l'huile de noisette, par exemple, qui est très utile chez le sportif parce qu'elle va pénétrer, elle a un pouvoir de pénétration assez important. Donc, on va carrément dans le muscle. Le pouvoir de pénétration est intéressant parce qu'on va directement dans le muscle. Elle va être anti-inflammatoire, elle est très nutritive également, cette huile de noisette. Oh, bon, on a l'huile d'argan, l'huile d'argan qui est très très riche et qui va être très utile sur la réparation aussi de la peau, donc chez les femmes matures forcément, mais également sur des vergetures, par exemple. On pourrait utiliser l'huile d'argan sur les vergetures ou sur les kéloïdes, c'est-à-dire ces petites cicatrices là qui font des boursouflures en fait. On va masser avec cette huile. Vous allez avoir la calophylle. Pardon? L'huile d'amande douce? L'amande douce. Alors l'amande douce, ça va être une huile qu'on va utiliser. Alors chez l'enfant, hein, forcément, c'est celle qu'on utilise chez le bébé, chez le jeune enfant, mais sur toutes les peaux irritées. Donc ça, c'est assez intéressant. L'amande douce, elle est bien. Le noyau d'abricot est excellent aussi. Le noyau d'abricot a une texture qui est très très douce. Donc ça, c'est assez intéressant. La rose musquée également va être utile sur les peaux matures, sur toutes les peaux matures. Elle est un peu plus chère, mais elle est très efficace. En fait, on peut, si c'est trop cher, justement, est-ce qu'on peut mélanger l'huile de rose musquée avec de l'huile d'olive? Oui, tout à fait. On peut se faire des complexes. Voilà. Donc ça on peut mélanger. On peut mélanger et les plantes et les huiles. Ça, c'est, voilà. Oui. Donc ça, l'huile végétale, on va l'utiliser du coup comme extracteur. On va l'utiliser comme extracteur. Donc ensuite, pour extraire quelque chose, il nous faut des plantes. Donc on va extraire à partir de plantes. Et donc c'est pareil, les plantes, on va en fonction de la qualité des principes actifs de la plante, on va les choisir en fonction de ça. Ce que j'ai oublié de vous dire par contre, c'est qu'il y a plusieurs sortes de macération. Vous allez avoir la macération à froid, la macération à chaud. Et je vais vous présenter deux macérations à chaud, une pour les pressés comme moi et l'autre pour ceux qui ont du temps. Et généralement, c'est celle qu'on va utiliser en été. Je suis mon plan hein, parce que je ne suis pas là. Donc, alors, du coup, on va parler d'abord de ces plantes et comment les cueillir. En fait, on va cueillir les plantes. En ce moment, c'est très bien parce qu'il ne pleut pas. Donc, on va choisir le moment où la rosée est partie. Donc, à partir de 10-11 heures du matin, on va attendre que la rosée parte et que la plante soit assez sèche. Pourquoi? Parce que si vous retrouvez de l'eau dans la plante et si vous la mettez dans l'huile, ça risque de provoquer des proliférations bactériennes. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Donc, il va falloir faire sécher vos plantes. On va les cueillir et on va les mettre sur des cagettes à l'abri de la lumière et dans un courant d'air. Et on va les faire sécher à peu près 2 ou 3 jours. Il n'y a qu'une exception, ça va être le millepertuis. Le millepertuis qui est le Millefolium perforatum, je ne sais pas si vous le voyez, ce petit millepertuis. Oui. Celui-là, on va le prendre, on va découper la feuille comme ceci et on va mettre la feuille dans l'huile. Voilà. La seule exception qui va
qui est de règle dans ces macérations. Donc, le millepertuis, on ne le fait pas sécher, on prend directement la fleur et on la met dans l'huile. Par contre, toutes les autres plantes, on va les faire sécher. Donc, une fois qu'on a fait sécher, eh bien, on va les mettre dans des bocaux. On va mettre la plante séchée dans ce bocal, voilà, dans un bocal le parfait, ou un bocal de confiture. On va le remplir jusqu'en haut, en fait. Et ensuite, on va mettre notre huile d'olive directement dans le pot. Donc, il va falloir par contre mettre de l'huile d'olive jusqu'en haut du flacon, hein, pour qu'il y ait moins, voilà, on va le remplir jusqu'en haut pour qu'il y ait moins d'air possible. Voilà. Oui. Donc, quand on n'est pas pressé, on prend cette préparation. Donc là, j'avais mis de la lavande, vous ne voyez pas bien, mais j'avais mis de la lavande et j'avais rempli d'huile d'olive et je l'avais mis au soleil pendant 21 jours. Ça, c'est la macération à chaud pendant 21 jours. Ensuite, avant de le mettre au soleil, vous allez la mettre dans une poche. Voilà, je cherche ma poche. Moi, je l'empaquette dans une poche en papier, comme ça. Voilà. Je tournicote et je le mets comme ça au soleil. Pourquoi comme ça? Parce que ça va protéger des UV solaires. Hein. Les UV risquent de dégrader à la fois l'huile et la plante. Donc, on va la mettre sur un rebord de fenêtre au sud, à plein sud. Il faut qu'elle reste 21 jours. Voilà, ce qui est important là, c'est juste la chaleur du soleil, pas les rayons. Voilà, c'est pour ça que c'est pas les rayons. On va protéger. Pourquoi on ne le mettrait pas sur un chauffage ou... Ça va être l'hiver. L'hiver, quand vous voulez faire de la macération l'hiver, vous allez le mettre sur un chauffage ou à côté d'une cheminée. Voilà. Donc, c'est la température qui va extraire les principes actifs, à la fois l'huile et la température. Donc ça, c'est 21 jours à 4 semaines au soleil. Voilà. Une fois que vous avez fini la macération, vous allez prendre des petits filtres papier. Des petits filtres papier comme ça, vous savez, les filtres café en fait. Vous allez mettre sur un entonnoir. Voilà, donc je vous montre pas, mais ça c'est facile à comprendre en fait. Et on va verser et du coup extraire l'huile. Alors, lorsqu'on a extrait l'huile, du coup, bon là je l'ai mis dans un verre blanc pour vous montrer. Ça c'est le millepertuis, je vais vous montrer pourquoi. Il vaut mieux quand même les mettre dans des bocaux ou des verres ambrés, bruns, hein, toujours pour les protéger de la lumière et des UV. Là, donc les filtres la sauverisation. Donc ça, c'est quand on n'est pas pressé. Par contre, quand on est pressé et que par exemple on n'a plus de crème de jour et qu'on voudrait faire une macération avec de la lavande par exemple ou de la pâquerette, et bien dans ces cas-là, on va mettre donc le bocal, toujours le même bocal, rempli d'huile, et vous allez le mettre dans une casserole remplie d'eau. Donc vous ouvrez le bocal et vous le mettez dans une casserole. Alors, j'ai peut-être pour ne pas partager, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne sais pas si vous voyez ça. En fait, j'ai mis mon petit bocal dans la casserole. Et vous allez mettre de l'eau, mais à 2 ou 3 cm. En fait, vous mettez de l'eau jusqu'ici, voilà, jusqu'à la moitié du flacon. Et vous allez faire frémir l'eau à température très douce. Il faut qu'elle frémisse à peine. Hein. Et ça, vous allez garder le bocal dans la casserole pendant 2 ou 3 heures. 3 heures, et bon, vous regardez qu'il y a assez d'eau de temps en temps. Et vous allez le laisser comme ça, à infuser. On appelle ça un infusé pendant 2 ou 3 heures. 3 heures, c'est très bien. Voilà. Sans couvrir, on ne couvre pas. Non, vous ne couvrez pas. Parce que l'excès, s'il y avait encore un petit peu d'eau, du coup, elle s'en va, avec les vapeurs. Voilà. Une fois que c'est fini, vous recouvrez, vous refermez votre bocal et vous l'enlevez et vous laissez comme ça macérer toute une nuit, voilà, 12 heures à peu près. Et ensuite, vous pouvez filtrer. Alors, ça n'a pas forcément les mêmes propriétés
que la première macération, mais quand même, on obtient quand même des principes actifs peut-être moindres, c'est-à-dire on a moins grande quantité, mais on a quand même des principes actifs. C'est intéressant. Donc, c'est quand même mieux d'avoir le temps quand même. C'est mieux d'avoir le temps. Bon. Voilà, c'est ça, c'est mieux d'avoir le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire macérer? C'est ça qui est intéressant. Et oui. Donc, je vous ai montré le millepertuis. Donc, ça, c'est le millepertuis qui pousse un peu partout dans la forêt. Hein. Alors, ce n'est pas le millepertuis des jardins, c'est vraiment celui de la campagne. Sauvage. Sauvage. Il a la particularité, quand vous regardez sa feuille, en fait, bon, vous ne le voyez pas là, il s'appelle Millefolium perforatum parce que c'est un millefeuille qui va être perforé. En fait, sa feuille va être perforée de 1000 trous. Voilà. Donc, quand on le regarde au soleil comme ça, on voit que la feuille est perforée. Ça, c'est une histoire de stroma. En fait, c'est des petites pores au niveau de la feuille, ce qui va permettre à la plante de transpirer ou au contraire de garder son eau. Ça, c'est un facteur de transpiration. Voilà, donc ce millepertuis, donc je vous ai dit, on va découper la fleur et on va le mettre dans un bocal. Donc moi, je l'ai mis dans un gros bocal. Voilà, on met l'huile par-dessus et on obtient, au bout de 3 semaines, on va obtenir donc cette préparation. Donc, et je l'ai filtrée et du coup, on va obtenir une huile qui est rouge. Je ne sais pas si vous voyez, oui, on voit. C'est une huile qui va être rouge. Voilà. Donc, le millepertuis, je ne sais pas si vous connaissez la loi des signatures, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez, par exemple, le laquilidoine qui a un sucre jaune, on va l'utiliser pour la bile. Et lui, qui a une huile qui est rouge comme le soleil, eh bien, on va l'utiliser pour tout ce qui est inflammatoire. C'est-à-dire, on va l'utiliser pour les brûlures, on va l'utiliser pour les sciatiques, tout ce qui va faire mal, même pour des tendinites, ça va être très, très intéressant. Alors, on l'utilise beaucoup sur la brûlure, mais du coup, sur les inflammations tendineuses musculaires, donc sur des spasmes musculaires, on peut l'utiliser. Et sur le sang aussi, puisque c'est rouge, non? Rien à voir avec le sang, non? Sur le sang, non. Alors, en plante, on peut l'utiliser, c'est utilisé comme antidépresseur. Oui. Par contre, il faudra faire, si vous l'utilisez en plante sèche, c'est-à-dire en gélule, il faudra faire attention parce qu'il est contre-indiqué quand on prend la pilule contraceptive ou quand on prend déjà un antidépresseur, il faut s'en renseigner pour voir comment on peut le prendre avec un autre antidépresseur. Il a un effet secondaire parfois, c'est qu'il est photosensibilisant. Donc, on fera attention quand on le met, si on va au soleil, en fait. D'accord. Alors, ces macérats, du coup, je vous en parlerai après, qu'est-ce qu'on fait de ces macérats. Hein, on peut les mélanger dans des huiles essentielles, ça, je vous en parle après. Oui, d'accord. Alors, donc ça, c'est le millepertuis. On peut faire ça avec... j'ai ramassé mes plantes. Donc, on peut faire ça avec la menthe. La menthe, ça, c'est super, la menthe. La menthe, tout le monde connaît. La menthe, que ça soit... Mais même la menthe sauvage, en fait. La menthe sauvage, elle va avoir les mêmes principes actifs que la menthe poivrée ou la menthe algérienne. Donc, elle aura quand même ses principes actifs antispasmodiques. Ça va être une huile qui va être antispasmodique. Ça va être une huile digestive. On peut même l'avaler. Autant le millepertuis, on ne va pas l'avaler. Autant l'huile de macération de menthe, on peut l'utiliser dans la cuisine. On peut faire une sauce pour la salade, enfin une vinaigrette avec de l'huile de macération de romarin, de menthe ou de voilà. Donc ça, on peut l'utiliser dans la cuisine. Elle est intéressante parce que la menthe, c'est une plante qui va avoir une nature fraîche. Donc dans les spasmes, mais également dans les anti-inflammatoires et dans les spasmes digestifs. Donc ça, c'est intéressant. Donc elle fait partie. Oui. On l'ingère en fait ou on la met sur l'estomac. Alors, on peut faire les deux. Soit on va ingérer l'huile de macération, soit on va faire des massages. Pareil, on pourra mettre des huiles essentielles, je vous en parlerai après. On peut mettre des huiles essentielles digestives ou des huiles essentielles sédatives, hein, parce que en fait, comme elle agit à la fois sur le système digestif, on peut également ramener peut-être quelques huiles essentielles qui vont apaiser le stress qui provoque ces ballonnements ou ces contractures intestinales. Donc, voilà. Par contre, c'est une plante tonique. Hein, si vous la prenez le soir, même en infusion, hein, vous la prenez le soir, vous risquez de ne pas dormir. Oui. Le souci de la menthe, j'en ai trouvé une qui commençait à fleurir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, elle commence à fleurir, la menthe. Elle va être, dès qu'elle fleurit,
c'est ce moment-là qu'elle va être le plus riche en cétones. Les cétones sont responsables de ses propriétés, mais également des effets secondaires à type neurologique, neurotoxique et abortif. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas les donner à la femme enceinte. Voilà, on fera attention à ne pas donner à la femme enceinte. Donc, c'est valable aussi pour les huiles essentielles. Les huiles essentielles de menthe poivrée, faites attention. Alors, on peut faire ça avec la rose. La rose, tout le monde a un rosier chez lui. Donc, on va ramasser les pétales et on va les faire macérer comme j'ai fait avec la lavande. Pareil, on fait masser, on fait une huile de rose. Pour les peaux matures, elle est adoucissante, elle est extraordinaire, l'huile de rose. Tu en mets, toi, non? J'en mets dans mes... Ça se voit. Ah non. Une autre plante, la lavande, la petite lavande. Alors chez nous, c'est le lavandin, c'est pas la lavande. C'est une hybridation entre la lavande officinale et la lavande aspic. Et donc c'est le lavandin, voilà, qui pousse à notre altitude, alors que les deux autres vont pousser à partir de 400 mètres d'altitude. Donc c'est plutôt sédatif, la lavande. Elle va être plutôt sédative, elle va être pareil, digestive, anti-inflammatoire. Sur l'eczéma. Sur l'eczéma, elle est fabuleuse. Voilà. Et un petit peu sur l'acné. On peut mélanger une huile de macération de lavande avec un titri, une huile essentielle de titri. Sur les boutons d'acné, c'est assez intéressant. La capucine, la petite capucine, je ne sais pas si vous voyez la capucine. Voilà, donc ça, la capucine, pareil sur la peau, mais surtout sur les cheveux. Donc là, on pourrait faire une macération avec de l'huile de coco. De l'huile de coco et du coup on rajouterait de la capucine. Bon, il faut en avoir assez et du coup elle est utilisée, la capucine, sur la perte de cheveux. Elle est un petit peu astringente, donc elle va permettre aux pores du cuir chevelu de se resserrer et du coup on arrête un petit peu la chute de cheveux. Donc ça, c'est intéressant, la capucine. Qu'est-ce que j'ai aussi la bourrache, la petite bourrache, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est jolie, la bourrache. Voilà. La bourrache, elle va être très riche en mucilage, en tanin également. Donc, elle va être assez adoucissante. Voilà. Comme le calendula. Alors, je n'ai pas de souci dans le jardin, donc je n'en ai pas ramassé. Mais du coup, on peut faire aussi avec le calendula. Donc, si vous n'avez pas de plantes ou si vous n'avez pas la chance d'être à côté de la campagne, vous allez dans une pharmacie ou dans un magasin bio et vous pouvez acheter les plantes en vrac, des tisanes de vrac en fait, voilà, comme la lavande. Et dans ces cas-là, là c'est tout sec, donc vous n'avez pas à sécher la plante et vous mettez ça dans le bocal, vous rajoutez. Super. Donc ça c'est mieux en fait. Ça, on n'a pas besoin d'aller se préoccuper d'aller ramasser les plantes. Parce qu'en fait, quand vous allez ramasser la plante, il faut s'assurer qu'elle n'ait pas de pollution type du CO2, du monoxyde de carbone par les voitures, mais également des pollutions de déjection de canidés comme les chiens, mais également les renards. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc finalement, d'acheter sa petite... parce que ça, vous voyez, ça rentre dans mon bocal de confiture et vous en avez pour 5 € à peu près. Donc c'est pas très cher. Et en plus, moi, je suis très économe, très radine. En fait, je le fais plusieurs fois. C'est-à-dire que tu reprends les mêmes. Je reprends, voilà, c'est ça. Celle-là, je l'ai finie, je l'ai filtrée, donc je vais remettre de l'huile d'olive et là, je vais la faire infuser. Voilà, je vais pas Il y a encore des principes actifs à chaque fois. Combien de fois? Non, au bout de 2 fois, quand même, tu en as moins. Voilà. C'est comme les infusions. Quand vous faites une infusion de plante, ne jetez pas la première infusion, vous refaites une autre infusion. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, toujours à l'économie parce que en fait c'est une richesse, si on la gaspille, c'est un peu mais oui. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? On va pouvoir faire, par exemple, on peut préparer une crème, un baume de joue. Je vous montre. Voilà, celle-ci. Ça, c'est j'ai préparé une macération donc à partir de la lavande que j'ai fait macérer. J'ai mélangé donc 29 grammes, je vais vous donner les proportions. Les proportions, comme ça sera. Voilà. J'ai mélangé 29 grammes, 29 grammes d'infusé de lavande et 20 grammes de beurre de karité, auquel j'ai rajouté 5-6 grammes de cire d'abeille.
Voilà. La cire d'abeille, c'est pareil, vous allez en trouver un peu partout. Donc, comment vous allez faire? C'est très, très simple. Vous allez mettre donc votre huile avec le beurre de karité et, et la cire d'abeille que vous allez commencer à chauffer, mais très doucement. Hein. Il faut atteindre les 60 degrés à peu près pour que la cire d'abeille fonde et que le beurre de karité fonde également. Donc, moi, j'ai rajouté, c'était pas un mélange très heureux, on peut rajouter la moitié d'une cuillère à café de miel à la fin de la cuisson quand les corps gras sont dissous, en fait. Ça c'est pour la peau ou pour les lèvres? Ça, c'est pour la peau. Ah, mais ça colle pas on peut utiliser également... non, c'est pas... Enfin, moi, j'ai une peau très sèche, donc du coup, c'est pas trop gras. Mais bon, vous l'utilisez le soir. Si vous ne voulez pas l'utiliser la journée, vous l'utilisez le soir. Donc, j'ai mis la moitié d'une cuillère à café de miel, mais ce miel-là était trop liquide. Donc, quand vous utilisez le miel dans les préparations, prenez des miels qui sont assez solides. Vous voyez, ça, c'est un miel de Bourdaine qui est assez solide. Hein. Il y aura moins d'eau et du coup, ça ne tombera pas au fond de votre pot. Voilà. Donc, j'ai dit combien? 29 grammes de macérat huileux, 20 grammes de beurre de karité et 5-6 grammes de cire d'abeille et un petit peu de miel si vous voulez. Voilà. Donc, ça c'est pour des préparations. Par contre, si vous voulez préparer, par exemple, une huile de massage, par exemple, si vous faites une macération avec de la menthe, vous voudriez faire une huile de massage. Alors, par exemple, on prendrait, si on fait une huile de massage sur 30 millilitres, il faudra choisir donc, des huiles essentielles et on fera une dilution de 5%. Okay. Donc, ça fera 30 millilitres, 10%, ça fait 3 millilitres. Donc, 1,5 millilitre d'huile essentielle maximum. Sachant que 25 gouttes fait 1 millilitre. Voilà. Okay. Si vous voulez faire, donc ça fait 37,5 gouttes pour 30 millilitres à peu près. Hein, maximum d'huile essentielle. Voilà. Okay. Et donc, dans le macérat de menthe, pour un sportif, pour des crampes musculaires, pour des tendinites, on pourra remettre un peu de menthe poivrée. On peut mettre du laurier noble, qui est le laurier sauce, c'est très très intéressant. Même en macération, hein, le laurier noble, enfin, chez nous, on en a beaucoup, donc ça c'est facile à faire. On peut mettre de la golterie également, la golterie qui est anti-inflammatoire. Il va y avoir un salicylate dedans, et donc ça va être comme l'aspirine, un anti-inflammatoire. Par contre, là, vous n'en mettez pas plus pour 30 millilitres, n'en mettez pas plus de 5 gouttes de golterie, c'est très très fort. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre du cyprès pour améliorer la circulation, parce que chaque fois que vous allez avoir une tendinite ou une articulation douloureuse, ça veut dire qu'il va y avoir un hématome ou une circulation qui est déficiente. Et donc, il faut améliorer la circulation. Donc, on pourra mettre de l'huile essentielle de citron ou de cyprès. Voilà. Alors, j'ai une question, parce qu'en fait, là, tu mélanges la phyto et les huiles essentielles. Est-ce qu'on peut faire que de la phyto, par exemple, du cyprès qu'on aurait choisi la phyto, ça mélange. La phyto, c'est le grand mot qui va dire je vais utiliser des plantes sèches, je vais utiliser les huiles essentielles, je vais utiliser la gémothérapie, je vais utiliser... Oui, d'accord. Ça, c'est le grand mot qui va dire ça. Mais tu veux dire, est-ce qu'on peut utiliser que des plantes sèches? C'est ça. Oui, on peut utiliser que des plantes sèches. On peut faire même un mélange de plusieurs macérats. D'accord. Voilà. Par exemple, au niveau digestif, on peut mettre un macérat huileux de menthe, un macérat huileux de camomille. On n'a pas parlé de la camomille. Un macérat huileux de tilleul aussi, vous voyez, ou de verveine citronnée. Donc, on peut mélanger les macérations en fonction de la propriété. C'est aussi efficace, les plantes, les macérats, que les huiles essentielles? Comment dire? Moi, j'utilise beaucoup les macérats comme excipient dans mes préparations avec les huiles essentielles. C'est ce qui va me porter cette huile essentielle. L'huile essentielle a quand même une force qui est supérieure, forcément. C'est un concentré de principes actifs, l'huile essentielle. Et on a, dans chaque huile essentielle, on a à peu près 300 à 400 principes actifs. Donc, c'est vraiment la force et c'est comme la gémothérapie, en fait. C'est ces deux utilisations de plantes qui sont les plus fortes en principe actif. Voilà. Mais c'est un excipient assez intéressant parce que ça va amplifier l'effet de l'huile essentielle. Par contre, chez l'enfant, c'est très bien. On va utiliser plutôt le macérat huileux.
hein, plutôt que l'huile essentielle. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, le macérat huileux n'a aucun effet secondaire négatif chez l'enfant et chez la femme enceinte. Pratiquement pas. Pratiquement pas. C'est comme Contrairement aux huiles essentielles. l'eau florale par rapport à l'huile essentielle. Tu vois, Oui. il y a très peu d'huile essentielle, donc on l'utilise beaucoup chez l'enfant. Oui, oui. Il y a moins, à part cet effet de photosensibilisation dont il faut faire attention. Oui. Une macération de lavande chez un enfant qui n'arrive pas à dormir, vous le massez avec ça, c'est très sédatif et apaisant. Ouais. Mmh. Ah, c'est intéressant. Ou chez la femme enceinte. La femme enceinte, pendant les 3 premiers mois, il faut faire attention, mais en massage chez la femme enceinte, ça peut être très efficace. D'accord. Ok. Bon, super. Par contre, bon, si vous n'utilisez pas l'huile d'olive, mettez de la vitamine E comme antioxydant. Oui. Et une fois qu'elle est préparée, votre macération, 6 mois. En durée de vie, 6 mois. Moi, je ne suis pas très regardante. Je les ai toujours sur ma paillasse. Et, en fait, il faut sentir. Et s'il y a un dépôt sur l'huile, ça veut dire que des bactéries se sont développées. Donc ça, il faut jeter. Si ça sent le rince, il faut jeter. Oui, mais vous pouvez conserver assez longtemps. Bon, super. Génial. Et alors toi, j'imagine que chez toi, tu as un jardin avec beaucoup de plantes et tu as plein de... Non, j'ai un petit potager. J'ai un petit potager avec des plantes aromatiques. Oui, j'essaye d'avoir des plantes aromatiques qui m'aident au quotidien. Je cuisine beaucoup avec les plantes aromatiques. Les plantes aromatiques, c'est la sauge, c'est le thym, c'est le romarin, c'est le serpolet. C'est toutes ces plantes qu'on va utiliser beaucoup en huile essentielle. Et quand vous les utilisez en cuisine, vous extrayez, on va extraire quand même une petite quantité d'huile essentielle. Donc, c'est très, très intéressant, les plantes aromatiques. Oui. Ouais. Donc, pour savoir à quoi correspond chaque herbe, quel effet elle a sur nous, en fait, il faut juste aller sur Google et puis on demande quel effet c'est très a la facile. lavande. Voilà. Oui, voilà. Vous allez chez l'herboriste du coin ou la pharmacienne. Vous avez la pharmacie de chez vous à Bayonne qui est très, très, très réputée. Et donc, non, vous demandez conseil. Vous demandez conseil à des gens qui sont... Voilà. Mais autrement, sur Google, surtout, je pense que quand on veut commencer dans les macérations, on va vers les plantes qu'on connaît déjà. La menthe, le romarin, la sauge et tout ça, on connaît quand même. Donc, on va commencer par ça. Et petit à petit, on va prendre plus d'assurance et on va aller vers... Et quand on va se balader, on se dit « Ah, mais tiens, ça doit être le millepertuis. » D'accord. Alors, j'ai une question là. Est-ce qu'on peut faire un macérat de chélidoine pour les verrues? Oui. Alors, j'ai beaucoup de gens qui me demandent la chélidoine. On peut faire une macération. Moi, je ferais plutôt une macération. On peut faire une macération huileuse. Moi, je ferais plutôt une macération alcoolique. Je pense que les alcaloïdes de la chélidoine vont être extraits plus facilement par l'alcool. Alors, comment on fait? On fait la même chose. Au lieu d'utiliser de l'huile d'olive, on va utiliser de l'alcool. Alors, ça va être de l'alcool entre 40 et 60 degrés. Moi, ce que j'utilise, c'est de la vodka ou du rhum. Ou, vous savez, l'alcool à fruits. Quand on prépare les fruits à l'alcool, on achète de l'alcool à fruits. Voilà. Donc, alors, bien sûr, ce n'est pas le même titre alcoolique qu'une teinture mère. Là, on va faire une teinture mère. Mais on peut, du coup, on a quand même une teinture. Pas forcément aussi concentrée, mais on a quand même quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est mieux de faire une macération alcoolique pour la chélidoine. Et dans ce cas-là, c'est efficace pour les verrues, justement? Oui. Alors, soit on met, du coup, maintenant, on peut la trouver dans la campagne, donc on met directement le suc en se protégeant tout autour. On met un vernis tout autour de la verrue et on met le suc de la chélidoine sur la verrue. D'accord. Et on fait ça plusieurs fois. Et on peut faire ça avec le latex du figuier également, si vous avez du figuier. Le latex de pissenlit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le pissenlit a un latex. Donc ça, on peut faire. Quand on presse la tige du... Quand on presse la tige de pissenlit, c'est une substance laiteuse. Voilà. Donc ça. Et donc la chélidoine, tant qu'il y en a, on peut faire fraîche. Mais à un moment donné, il vaut mieux le préparer pour cet hiver. Bon, si vous n'arrivez pas à macérer dans l'alcool, vous n'arrivez pas à le faire, vous allez à la pharmacie, vous achetez de la teinture mère de chélidoine. Voilà, et vous le mettez. D'accord, ok. Il y a la teinture mère de thuya aussi. Le thuya est très efficace sur les verrues. Contre les verrues. Ouais.
J'ai une de mes collègues qui est pharmacien qui utilise la kélidoine sur un kéloïde, c'est-à-dire une cicatrice qui est très bombée, très moche. Et donc, c'est son dermatologue de Paris qui lui a dit de faire comme ça. Donc, on commence à utiliser la kélidoine en médecine. Bien. Alors, encore une question. Coucou Muriel. Qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser, la plante directement ou le macérat? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'action qu'on veut avoir. Si je prends l'exemple de la menthe, si on a des petits troubles digestifs, des ballonnements, moi je pense qu'il faut masser. Il faut masser le ventre. Quand il y a des troubles digestifs avec du stress, il faut absolument masser le ventre. On met une petite bouillotte pas très chaude, et ensuite on masse le ventre. On sait bien que toutes les émotions qui nous agressent se retrouvent dans notre intestin grêle. C'est lui qui va à la fois séparer les nutriments, mais il sépare également les émotions. Donc c'est très très important le massage. Donc moi, la macération dans le massage, chaque fois qu'il va y avoir un massage à effectuer, je vais utiliser le macérat huileux. Si je veux une petite infusion pour bien digérer parce que j'ai trop mangé, je vais faire une infusion de menthe que je vais, même si elle n'est pas séchée, vous allez ramasser la menthe dans le jardin et vous le faites l'infusion. Si je veux quelque chose de très costaud, quelque chose qui va régulariser une inflammation, je vais utiliser l'huile essentielle. Voilà, donc ça dépend de l'action qu'on veut avoir en fait. Et ça dépend du principe actif qu'on recherche, de la force du principe actif. Sachant que l'huile essentielle de menthe peut avoir des effets secondaires et on ne prend pas d'huile essentielle de menthe directement dans la bouche comme ça, comme je vois des fois. Donc il faut toujours un excipient huileux, toujours mettre dans la bouche avec un excipient huileux. Voilà. D'accord, ok. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, profitez-en avant que ça se termine. Alors, encore une question. En fait, elle était encore sur la verrue, Muriel. Muriel a une verrue, apparemment. T'as une verrue, Muriel? Attends. Non, c'est pour son fils. Donc, voilà, tu lui as répondu par rapport au macérat. Alors, elle peut prendre à la fois la kélidoine, elle peut préparer, la teinture mère de thuya à mettre à piquer. Si elle n'a pas la kélidoine, soit la teinture mère de kélidoine, soit la teinture mère du thuya, on va appliquer. Et ensuite, on peut prendre de la kélidoine en Chelidonium majus. Ça s'appelle Chelidonium majus, c'est le nom latin. En homéopathie, en granule, c'est pareil. Le thuya en granule, ça va être efficace aussi sur les verrues. Il y a un aspect émotionnel sur la verrue. C'est une prolifération bactérienne, mais chez l'enfant, ça peut être soit un aspect émotionnel, soit une carence en vitamine B. Donc, il faut leur donner du pain complet. Du pain complet pour toutes les vitamines B, en fait. Oui, il peut y avoir une carence en vitamine B chez l'enfant. Quand je vous disais que Cathy, elle fait des ponts avec tout, avec l'homéopathie, avec la naturo, avec l'alimentation. Voilà, c'est super intéressant. Merci Cathy. Merci Muriel. Donc, est-ce que toi, tu as des choses à dire encore par rapport à ce thème ce soir? Non, s'il n'y a pas d'autres questions, donc Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. Attends. Non, je voulais juste dire, si on finit, c'est qu'il faut vraiment, si vous commencez à voir les plantes, ou si vous aimez les plantes, il faut vraiment utiliser les plantes qui sont indigènes, c'est-à-dire qui sont à côté de vous. Elles ont cette énergie qu'elles vont vous donner, en fait. Donc, c'est vraiment le terroir. La plante, elle va prendre ce que vous avez au niveau de votre terroir. C'est très, très important. Elles ont la même énergie. Elles sont aussi centrées sur le ciel que la terre, comme nous, en fait. Et elles vont puiser cette énergie peut-être mieux que nous. Elles vont avoir une facilité extrême à utiliser ces énergies mieux que nous, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment utiliser des plantes locales et avancer, quoi. Avancer avec elles, c'est passionnant, les plantes, dès qu'on commence à y rentrer dedans. Alors, encore une question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'efficace pour le psoriasis? Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est polycausal, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes et donc il y a beaucoup d'émotions. Donc après, vous allez avoir
La menthe, la lavande va être efficace, la camomille, tout ce qui va être inflammatoire. Les huiles essentielles aussi de ces plantes-là. Mais c'est traiter surtout l'émotion. Essayer de sortir. En fait, le psoriasis, c'est une inflammation de la peau. Et la peau est reliée en médecine chinoise au poumon. Donc, il faut chercher s'il n'y a pas une sécheresse du poumon. Le poumon déteste la sécheresse. Si vous êtes constipé, il y a une sécheresse du poumon. Et donc là, on va peut-être regarder si vous fumez, il y a une sécheresse du poumon. Donc, regardez votre poumon et l'émotion qui est accolée au poumon, ça va être la tristesse. Voilà. Donc, c'est multicausal et c'est très difficile, mais on peut utiliser des plantes anti-inflammatoires. Voilà, comme la menthe, on peut faire des macérats de menthe, de lavande, de camomille, que sais-je, je n'ai pas en tête, mais voilà. Donc, utiliser des plantes anti-inflammatoires. En fait, par contre, excuse-moi Frédéric, comme c'est une prolifération des cellules épidermiques, on va également utiliser de la carotte. Donc, l'huile de macération de carotte, là, c'est des graines de carotte. Ça, vous êtes obligé d'en acheter, on ne la fabrique pas. Mais l'huile essentielle de carotte également est très, très intéressante en massage, ou alors vous buvez du jus de carotte. Le carotte pour le foie et le psoriasis, c'est assez intéressant. Ok. Et alors finalement, puisque ça vient aussi d'une émotion, est-ce qu'il y a des huiles essentielles qui vont agir sur la tristesse ou des plantes? Oui, après c'est difficile, il faut vraiment définir quelle est la cause de cette tristesse. Mais oui, en fait, dans ces cas-là, dans les tristesses, est-ce que c'est une petite dépression? Donc on va utiliser le millepertuis, on va utiliser quelque chose de tonique, comme le bourgeon de cassis, qui vont réactiver les surrénales. Et donc du coup, on va nous tonifier un petit peu. Malheureusement, la tristesse, c'est une des émotions qu'il faut avaler et digérer. La tristesse, le deuil, c'est quelque chose qu'il faut digérer. Et donc, il faut la passer. Il faut la passer, cette tristesse. Et voilà. Donc, il faut parler beaucoup. Parler. Merci. Alors, Valérie, une question par rapport à la verrue, mais laquelle, Valérie? Parce que je ne sais pas quelle question vous avez. Donc, dites-nous. Il y a une autre technique, c'est planter c'est chauffer une aiguille et planter l'aiguille chauffée. Il faut être courageux, mais chauffer une aiguille et planter l'aiguille chaude dans la verrue. Bon, pas chez les enfants, ne faites pas ça, mais si vous en avez une chez les adultes, si vous êtes courageux, vous faites comme ça. On tue la prolifération bactérienne. Ouais, d'accord. Il y a des préparations aussi si vous achetez, vous savez, vos grands-mères achetaient des sachets d'acide salicylique, d'aspirine pour mettre dans les conserves de tomates. Et si vous mélangez cet acide salicylique avec un petit peu d'huile, pareil, vous protégez votre verrue avec un vernis à ongles et vous mettez cette préparation d'acide salicylique mélangée à de l'huile sur la verrue. Vous mettez un pansement occlusif. Et c'est ça, donc, de la nuit. C'est assez efficace. Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Non, je crois que... Ah si, attends. Alors, possible de mettre une plante en direct dessus? Oui. Ah, laquelle on peut mettre... Le souci, c'est que, comme c'est très corrosif, si vous le laissez en contact, si ça ne reste que sur la verrue, ça va aller. Par contre, si ça attaque la peau saine autour, ça va être corrosif. C'est ça le souci. Ouais. Donc, il faut vraiment protéger le tour de la verrue avec un vernis ou quelque chose de protecteur. C'est ça le souci. Oui. Et pour une roséole? La roséole, c'est plutôt de souvenirs, c'est plutôt une infection. Pour moi, la roséole. C'est pas une infection de bébé, d'enfant, ça? Ouais, c'est ça, oui. Ouais, pour moi, la roséole, c'est ça. Ou alors, c'est des petites... Un angiome, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Si c'est un angiome ou une roséole. Alors, peut-être plus préciser la question. Ok. Bon, il y a des personnes qui avaient un mauvais son, donc ils regarderont le replay. Bon. Ah, je suis désolée. Non, mais je pense que... Non, parce que moi, j'ai un bon son de toi. Peut-être que c'est moi aussi, justement qui n'a pas un bon son chez elle, en fait. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute,
Ça va, j'ai pas d'autres questions. D'accord. Voilà. Voilà. Écoute, moi, je te remercie 1000 fois pour Merci à vous. toutes ces informations très intéressantes et tellement, tellement vastes et larges. Je vous remercie aussi à vous tous d'être là ce soir et je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, ça sera la dernière fois qu'on fera le webinaire avec la cohérence cardiaque, avec Christelle. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup, Cathy. Bonne semaine. Merci à vous. Au Et à revoir. très bientôt. Au revoir.